Merci beaucoup, merci à Jacques Rotussart. Vous avez évoqué plusieurs fois l'entraînement, et notamment l'entraînement social. Peut-on, et de manière la plus élargie possible, réellement s'entraîner à la surprise, à se demander en anticipation que se passe-t-il si, à mieux entendre aussi les sentinelles des crises, parce qu'il y en a toujours, et aussi peut-être à injecter dans nos modèles les gigantesques formalismes dans tous les domaines, une incertitude, une interrogation, en se disant, souvent ça marche, mais si ça ne marche pas, que fait-on? Bonne question. Alors, vaste sujet. Entraînement. L'entraînement, le mot entraînement a deux sens. On peut entraîner, s'entraîner à être entraîné à réagir à une situation, à appliquer une démarche qui est enseignée. Mais il y a aussi un autre sens qui est la capacité des gens à entraîner les autres. Il faut les deux. Alors je pense que sur l'entraînement à l'incertain, je pense qu'il ne faut pas en faire trop non plus parce qu'on ne peut pas générer d'anxiété dans tout ce qu'on fait. Je me souviens, j'avais un professeur qui me disait si on mettait une norme sur la manière de lasser des chaussures, on casserait ses chaussures, on passerait notre temps peut-être à tomber parce qu'on vérifie que... Voilà. Donc il faut pas abuser des bonnes choses. Donc s'entraîner à l'incertain, je pense que ça, il y a d'une part peut-être un certain nombre de gestes barrières qui pourraient être inculqués. Je pense par exemple à la protection contre l'incendie ou le séisme, quand on habite dans le comté de Nice, dans les Alpes-Maritimes, ça serait pas mal que les élèves sachent ce que c'est qu'un séisme, comme on fait un peu au Japon, parce que le risque est quand même pas entièrement négligeable. Voilà, mais il ne faut pas exagérer. Donc il y a cet apprentissage des gestes barrières, la pandémie égale masque, etc. Voilà, donc ce sont des choses simples qui... Oui, tu as fait d'un côté, dans ce sens-là, tu as des applis aussi. Je pense par exemple à la fameuse appli Sauve Life, qui permet d'apprendre, je dirais, quasiment à tout un chacun, de quoi faire. Donc c'est à la fois localisation et quoi faire en présence de signal AVC. Vis-à-vis des enfants, parce que les problèmes d'éducation, ce sont les jeunes, comment on construit des individus solides. Donc on peut partir de cette chose qui est facile, qui peut être même ludique. Par exemple, dans les écoles maternelles, on fait des exercices vis-à-vis du terrorisme, puisque il y a des cas, donc ça se fait, et finalement les enfants survivent très bien à ça. Mais ce qui manque, c'est quand ils sont un peu plus grands, c'est d'accompagner cela en disant, ben, en fait, ce genre de geste barrière, vous voyez, il s'inscrit dans un... Parce qu'il y a de l'incertain dans notre monde, et on ne peut pas anticiper, d'ailleurs il ne faut pas non plus, on vit, et puis voilà, on fait des choses, on déroule notre vie individuellement dans une société. Il ne faut pas trop penser aux dangers qui nous guettent, mais ils sont là, et ces gestes barrières sont juste une des illustrations, et de manière plus fondamentale, eh bien, il faut un peu se préparer à de l'incertain. Voilà. Et c'est là qu'on arrive au second niveau, qui est de dire, et peut-être les gens peuvent aussi apprendre à construire un récit positif et à entraîner les autres quand quelque chose se produit, et parce que l'expérience montre que quand ces catastrophes se produisent, il y a toujours je parlais des îlots de renaissance à Fukushima, mais on a la même chose vis-à-vis du Covid. Vous avez d'une part des équipes hospitalières qui se sont dans les soins intensifs, qui se sont affranchis un peu un certain nombre des règles du ministère de la Santé sur les moyens, etc., qui se sont débrouillés. On a transporté des malades, on a fait venir des équipes, on a poussé les murs dans les hôpitaux. On a recruté des volontaires. On a fait un certain nombre de choses qu'on ne ferait pas en temps normal, et je ne suis pas sûr que tout était prévu dans les standards des ARS, etc. Donc on fait des choses au niveau des soignants, mais au niveau de la population, je pense qu'il est aussi possible qu'il y ait des initiatives, mais il faut pour cela qu'il y ait d'une part des leaders, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc des gens qui ont un peu réfléchi à ces questions-là, qui forme d'esprit aussi qui conduit à cela, et qui disposent des informations pour agir correctement. Et donc là, et dans ce cadre-là, pour entraîner
une population vers dans une démarche qui est positive vis-à-vis d'une catastrophe en cours ou de la gestion de risque, je pense qu'il est plus puissant de s'appuyer sur un récit positif, c'est-à-dire dire ok, il s'est produit une catastrophe, mais on va s'en sortir en faisant ça, et ça c'est tout à fait à notre portée, plutôt que de se dire on court des risques, mais heureusement les pouvoirs publics sont là pour nous protéger et on nous éloigne de chez nous, on nous empêche de faire certaines choses, mais c'est pour notre bien. Donc si on transfère, si on transpose cela au niveau de la pandémie, je pense que si on voit l'échec de la capacité des gestes barrières à remplir leur rôle, c'est-à-dire de réduire progressivement la fréquence des infections, c'est pas parce que les gestes barrières sont inefficaces, c'est parce que la population, dans une part, ne suit pas. Et si elle ne suit pas, c'est qu'il n'y a pas de récit positif qui mobilise. On dit, faites ça, sinon vous aurez une amende. Mais en fait, comme on sait très bien qu'il n'y a pas de gendarme derrière chaque citoyen, que les amendes, finalement, il y en a, bien sûr, mais enfin voilà, donc, et quand on est chez soi, on ne peut pas avoir d'amende, donc la peur du gendarme est mauvaise conseillère, en l'occurrence, et comme il n'y a pas de récit, là je globalise, je caricature évidemment, mais globalement, il n'y a pas d'incitation à avoir, au niveau des communes, par exemple, de donner de l'empowerment aux conseils municipaux, qui sont pénalement responsables. Donc le maire, il n'est peut-être pas très enclin à prendre des responsabilités puisqu'il ne veut pas se retrouver devant un tribunal si on lui transfère une responsabilité. Donc ça, c'est pas le bon ordre des choses. En revanche, que l'on dise aux communes, voilà, vous avez tant de cas dans votre commune, vous avez tant tel taux, et on peut le savoir à condition de donner l'information, mais Santé publique France ne donne pas cette information au niveau local, donc elle n'est pas disponible, et alors que c'est le lieu d'action. Parce que selon qu'il y a beaucoup d'étudiants, de jeunes, s'il y a des facultés, s'il y a des grandes entreprises, s'il y a des transports en commun, c'est différent des petits villages, etc. Et la gestion de cette pandémie au niveau local, en construisant un récit positif, en disant ben, si on applique les gestes barrières, le taux de transmission va s'achever et évidemment on pourra retrouver nos degrés de liberté plus rapidement que prévu. C'est un message beaucoup plus positif de dire si vous ne faites pas les gestes barrières, vous allez prendre un confinement total, deuxième épisode. Donc c'est tout. Il faudrait inverser non seulement le discours, ça c'est peut-être facile à faire, mais ça ne marche pas si on ne donne pas les moyens de l'empowerment qui doivent être transférés de l'administration vers les gens. Et les gens, c'est des groupes de quartier, c'est des équipes municipales, c'est des équipes de volontaires, peu importe. Et c'est ça qu'il faut arriver à monter, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Ce qui s'est quelque part un peu fait, moi par exemple, je faisais partie d'un réseau de voisins confinés. Et donc là, il y avait des entraides, mais qui étaient, bon, je pense qu'il y a eu des réseaux WhatsApp, comme il y en a eu un peu globalement un peu partout, et où les gens se donnaient des tuyaux pour avoir de l'alimentation mais c'était spontaxe, je veux dire. Voilà, c'est ça qui n'est pas encouragé, c'est-à-dire que ça a lieu, bien sûr, on ne peut pas interdire aux gens de faire ça, c'est très utile, mais l'État ne s'appuie pas là-dessus, les préfets ne s'appuient pas, même au niveau des municipalités, on voit bien qu'il y a un peu un double langage entre d'un côté la déconcentration, si on dit oui, ça ne peut pas décider depuis Paris, mais en fait c'est décidé par le préfet qui est l'homme de Paris. Donc il y a quand même encore une ambiguïté, même s'il y a une prise de conscience que peut-être il faut des solutions locales à un problème mondial, mais on ne va pas jusqu'au bout du raisonnement. Ouais. Et du coup, les citoyens qui prennent ces initiatives, voire les équipes municipales, je suis certain qu'il y a des municipalités où il y a des initiatives, mais elles ne sont pas encouragées, elles ne sont pas... On ne donne pas les outils de l'empowerment, parce que les outils de l'empowerment, ce n'est pas juste le discours, c'est de donner des valeurs, de dire Santé publique France, vous allez donner des statistiques par commune ou par groupe de communes, par agglomération, etc., de manière précise et assurer un suivi, parce qu'une des difficultés, c'est qu'il y a un temps de réponse de 3 semaines. On sait que si on prend une initiative, on ne verra pas de résultat avant 15 jours, 3 semaines. Donc ça, c'est lent pour la population, c'est-à-dire c'est peut être décourageant de voir qu'on ferme les restaurants, mais il ne se passe rien. Voilà. Alors, il ne se passe rien, soit parce qu'il faut attendre, soit parce qu'en fait les infections ne sont pas dans les restaurants, mais ailleurs. En fait, on n'en sait rien. Et personne ne peut en faire rien, puisqu'il y a toute la sphère privée, il y a tout ce qui se passe dans les entreprises, dans les cantines, et qui est plus ou moins bien maîtrisé. Donc, tant qu'il n'y a pas ce récit, cette capacité de récit positif, d'empowerment d'acteurs
et d'accompagnement par l'État de ces acteurs en disant voilà, on fait ce qu'on peut pour vous donner les moyens, et finalement les moyens répressifs, les amendes ne sont là, bien sûr que c'est indispensable, mais ça n'est pas l'outil principal, c'est quelque chose qui est en dernier recours en quelque sorte. Eh bien, tant qu'on ne fait pas ça, la pandémie a toutes les chances de progresser. Donc voilà, donc il nous faut un récit positif vis-à-vis de cela. Ok. Et pour construire ce récit positif, au fond, que faut-il, que nous manque-t-il? Est-ce une affaire de culture au sein de l'État? Est-ce un manque de tests, de différentes situations? Je pense qu'il nous manque juste la volonté de le faire, c'est-à-dire que et la compréhension du fait que c'est probablement une voie de progrès très efficace. Mais c'est difficile pour une administration, pour un gouvernement, de se dire finalement, moi, avec tous les moyens que j'ai, je ne vais pas y arriver tout seul, et il faut que je dise à la population, aide-toi, et moi je t'aiderai, mais c'est vous. Parce qu'on a l'impression que finalement, on peut démissionner en disant, ouais, moi je ne peux rien faire pour vous, écoutez, je m'en rends. Vous voyez, c'est l'inverse. C'est difficile pour un gouvernement de dire, j'avoue que je suis, moi, avec tous mes moyens de l'État, en situation d'échec potentiel, et je m'en remets à des initiatives au sein de la population. Donc ça ne peut pas être fait comme ça. Il faut que ça soit amené dans le cadre de ce récit positif qu'il faut construire. Une espèce de culture à construire, finalement. Voilà, et ça, je reconnais que c'est difficile à faire pendant la crise. Et c'est pour ça que je dis que la préparation aux crises devrait inclure toute cette réflexion sociétale, aussi philosophique, mais sur la philosophie de la société, de la gouvernance des peuples, finalement, qui n'inclut pas ces moments où il faut lâcher la main. Et en général, alors si on prend le cas de la Seconde Guerre mondiale, c'est le récit de la résistance. Oui, c'était voilà, donc ça c'est un exemple extrême, évidemment, mais on voit bien la puissance, alors ça met des années, mais ce sont des mouvements extrêmement puissants. Si vous allez en Biélorussie aujourd'hui, qu'est-ce qui motive les gens? Il y a un ressort au sein de la population, parce qu'il y a ce récit potentiel qui est sur Instagram, etc., qui meut la population à prendre des risques individuels, parce qu'il y a ce récit qui les anime. Et donc, pourquoi est-ce qu'un peuple comme la Biélorussie, je prends cet exemple parce qu'il est d'actualité, mais pour la résistance à la Seconde Guerre mondiale, une situation vis-à-vis d'une pandémie qui quand même inflige des dommages à notre pays considérables au plan économique et sanitaire, pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas ce genre de résistance finalement de la population avec j'allais dire les moyens du bord, mais c'est pas très coûteux. On a des gestes barrières qui sont scientifiquement prouvés. Donc des éléments, et la science peut continuer de progresser. Par exemple, je suis toujours étonné du peu de cas que l'on fait des recherches sur l'expologie au Covid. C'est-à-dire que toute l'attention est donnée sur la médecine, la biologie, comment est-ce qu'on peut inventer un vaccin, un cocktail de médicaments qui puisse traiter les patients. Mais avant ça, il y a l'exposition au risque. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas très bien combien de temps le virus est présent dans l'air, dans un espace confiné, quelle est la dose qui transmet une maladie, elle n'est pas connue non plus. Alors, j'entends bien que c'est forcément compliqué, mais je veux dire, il y a des capacités scientifiques dans notre pays, et par exemple, l'Institut de radioprotection que j'ai dirigé, ils ont un laboratoire de recherche, l'IRSN. L'IRSN a un laboratoire parce que les particules radioactives, certaines sont des aérosols qui ont la même taille que le virus. Et donc, les masques, l'IRSN a un laboratoire qui permet de tester les tenues qui sont employées par les ouvriers qui travaillent dans un milieu contaminé. Et ce laboratoire, sa compétence a été étendue à l'amiante, parce qu'on cherche à aussi déceler une particule d'amiante dans un mètre cube d'air. Ce sont les règles du Code du travail. Et il n'y a guère que le laboratoire de l'IRSN qui est capable de faire ça. Et ben, on pourrait le faire travailler sur le virus, sur le plan en tant que particule physique, des dimensions qui ne sont pas très éloignées. Alors, je parle de l'IRSN parce que je le connais, mais il y a
d'autres laboratoires, j'imagine, on pourrait travailler sur cette question du devenir du virus quand il sort de la bouche ou du nez de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il devient, comment est-ce qu'il peut, quel est son trajet pour infecter d'autres personnes. Ce sont des choses qui sont, en fait, qui restent mal connues et qui sont pourtant très utiles pour améliorer la prévention. À ma connaissance, justement là-dessus, il y a deux choses qui sont intéressantes. L'INRS, national de la recherche et de la sécurité, travaille là-dessus, Oui. à Metz, là, dans la restitution. Et l'autre chose qui est fondamentale sur ce que tu disais sur l'expologie, c'est qu'il y a, et là, ce qui est intéressant, c'est que ça a été lancé justement au niveau européen. Il y a 10 grands programmes européens qui ont été lancés sur la notion d'exposome là-dessus, avec une certaine difficulté Oui, pour la France. Ce qui est étonnant, c'est que là, on est dans l'urgence, c'est un peu tard pour faire de la recherche fondamentale, et c'est jamais trop tard pour s'y lancer. En revanche, lorsqu'il y a eu les pandémies précédentes, les coronavirus sont connus par les scientifiques. Enfin, c'est quand même quelque chose que les scientifiques ont dit, attention, là, il y a potentiellement matière à recombinaison de virus, etc. C'est une zone un peu dangereuse. Eh bien, l'approche des risques, je veux dire, la science de la gestion des risques, c'est aussi l'expologie, c'est-à-dire comprendre comment le danger peut se porter d'un individu à l'autre. Et c'est quand même par définition d'une pandémie, c'est le véhiculage d'un virus au travers d'une population. Eh bien, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent pour en connaître les lois physiques qui auraient peut-être permis d'améliorer les masques ou les gestes barrières ou de limiter l'arrêt des totalités des économies en disant non, finalement il y a un certain nombre de compartiments de risque où il faut vraiment s'astreindre à suspendre ça le temps voulu, mais pas forcément tout le pays. Et malheureusement, la science n'était pas disponible pour aider les pouvoirs publics à mieux discerner les situations à risque des autres. Et voilà, donc je pense que c'est une capacité qu'on a encore une fois, c'est ça, d'imaginer, de penser l'inimaginable, c'est-à-dire de se dire le risque de pandémie, bon, il est peut-être élusif, etc., mais ça ne fait rien. Travaillons sur des choses concrètes que sont le comportement physique de virus indépendamment de ses capacités biologiques, parce que ça c'est le domaine des médecins et ça ne peut se faire que pour un virus particulier, mais le transport d'une toute petite particule depuis quelqu'un qui tousse, c'est quand même, on n'a pas besoin de connaître les particularités du virus pour ça, et ça aurait pu faire l'objet de programmes préventifs. Ok.